bienvenue dans l'Africaine. Nous ouvrons votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale potentielle du continent africain. Le dossier du jour sera consacré aux investissements dans le secteur minier. Et au sommaire également de cette émission, nouveau gouvernement au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari aura mis 5 ans à former son cabinet. Et l'Europe et l'Afrique en sommet à Malte pour régler la crise migratoire. Ils sont avec nous pour en parler. Nos éditorialistes, Alfred Chango. Alfred, bienvenue. Merci Amira, c'est un bonheur de vous retrouver sur ce plateau et puis merci à mes très chères téléspectatrices. Samuel Gembok, Samuel, bienvenue. Merci Amira, bonsoir. Et notre invité et économiste Hamidine Kane, Monsieur Kane, merci d'être avec nous. Merci, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le Nigeria s'est officiellement doté ce mercredi d'un gouvernement plus de 5 mois après la prise de fonction du président nigérian Muhammadu Buhari qui s'est comme prévu adjugé le portefeuille clé du pétrole. 36 ministres et secrétaires d'État ont prêté serment dans la résidence du président Buhari à Abuja. La lutte contre la corruption et contre le groupe terroriste Boko Haram sont les priorités de ce nouveau cabinet. Ibrahima Dioumaba. Le nouveau gouvernement du Nigeria vient d'être officiellement installé ce mercredi 11 novembre 2015. Depuis la prise de fonction du président Muhammadu Buhari il y a 5 mois, le pays attendait l'attelage gouvernemental. Au total, ils sont 24 ministres et 12 secrétaires d'État à avoir intégré l'équipe. Le chef de l'État a gardé le portefeuille du pétrole. Le président lui-même avait prévenu qu'il prendrait son temps dans le but de mieux organiser les affaires, dans le but de faire un audit le plus complet possible des secteurs clés de l'économie nigérienne. On sait aussi que la corruption gangrène le pays depuis un bon moment. Donc aujourd'hui, il est clair que ce nouveau gouvernement qui est annoncé semble être un gouvernement prêt à aller au travail, étant donné qu'il y a une forte volonté politique de réorganiser l'État, de réorganiser les institutions, de lutter contre la corruption, de lutter contre l'insécurité. Les principaux objectifs de ce nouveau gouvernement restent la lutte contre la corruption et l'éradication du groupe terroriste Boko Haram qui sévit dans le pays depuis quelques années. La nouvelle équipe gouvernementale compte 7 femmes. Les observateurs estiment que ce gouvernement est composé de technocrates qui peuvent répondre aux exigences du chef de l'État. Le gouvernement que l'on a semble être un gouvernement dont les nominations ont été bien réfléchies. Il semble que le président Buhari ait privilégié la compétence et également la lecture que l'on peut faire, c'est que le président Buhari respecte la tradition, c'est-à-dire la représentativité géographique, puisque cela est réparti entre les 36 États. Le Nigeria est la première économie d'Afrique, premier producteur de pétrole du continent. Ce pays qui compte plus de 100 millions d'habitants est confronté à une insurrection djihadiste depuis le début des années 2000. Dans le nouveau gouvernement, les portefeuilles de la défense et de l'intérieur sont confiés aux généraux Mohamed Mansour Dan Ali et Abdrahman Dambazaou. Alfred, 5 mois et non 5 ans pour former un gouvernement. Le président Buhari justifie ce retard par la nécessité, je cite, de mettre la bonne personne au bon endroit, vous comprenez ? Absolument, Amira. Je pense effectivement que mieux vaut tard que jamais. Et puis, comme dit le proverbe, patience et longueur du temps font plus que rage ni force. Et donc, là, effectivement, il a pris vraiment le temps d'étudier les candidatures, les dossiers pour mettre la bonne personne à la bonne place, en espérant effectivement avoir là un gage des succès, en tout cas dans la mise en place du programme pour lequel il a été élu, et notamment dans la lutte contre la corruption et puis l'assainissement des finances publiques, la lutte contre Boko Haram. Donc c'est vrai, on pouvait se dire, mais il attend beaucoup trop longtemps, 5 mois après, mais en réalité, il a bien fait les choses. Et ça n'est pas une garantie de succès, mais au moins, il s'est donné les moyens d'avoir les hommes et les femmes qu'il fallait au poste qu'il faut pour réaliser son programme. Samuel, vous aussi, vous êtes de ceux qui comprenaient ce retard, 5 mois pour reformer un gouvernement ?
Je pense que c'est un homme de rigueur et il incarne très bien cette rigueur. Depuis la présidence qu'il avait occupée il y a quelques décennies, c'est quelqu'un qui a lutté efficacement contre la corruption. Et le fait pour lui de conserver le portefeuille du pétrole correspond très bien à la vision qu'il a de la gestion de son pouvoir. Il connaît très bien le secteur pétrolier, au-delà de ses compétences militaires comme ancien général. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le secteur pétrolier parce qu'il a occupé ce portefeuille en 1977 sous la présidence du général Olusegun Obasanjo. Et donc, il fait également ce qu'Obasanjo lui-même a fait de 1999 à 2007. Il était président, mais il veillait à ce que le secteur pétrolier soit directement rattaché au service de la présidence. Donc je pense que c'est une façon pour lui de mieux contrôler ce secteur qui représente le poumon du tissu économique du Nigeria. Oui, Monsieur Khan, le président, et qui s'octroie donc le portefeuille du pétrole, c'est selon vous la meilleure solution pour lutter contre la corruption qui gangrène ce secteur? Bon, je crois que c'est une bonne chose parce qu'il connaît, comme l'a dit l'éditorialiste, il connaît bien ce secteur. Et puis à part ça, le secteur du pétrole au Nigeria est très corrompu. D'ailleurs, juste avant sa prise de pouvoir, on avait remarqué que 20 milliards de dollars ont été pris des caisses de l'État. Et puis ça, c'est la Banque centrale du Nigeria qui l'avait souligné avec M. Lamido Sanusi. Tout de suite, lorsqu'il l'a annoncé, Lamido Sanusi, lorsqu'il l'a annoncé, il a été limogé par Goodluck Jonathan. Je crois qu'il a compris l'enjeu. Et puis, c'est un enjeu formidable pour le Nigeria parce que le Nigeria, c'est le plus gros producteur africain de pétrole. Et puis, c'est un secteur vital pour dynamiser les autres secteurs. L'agriculture qui a été laissée en jachère pendant plus de 30 ans, je crois que la prise de pouvoir de Mohamed Buhari est bien tombée parce que c'est la première économie continentale déjà. La première population, la première démographie africaine avec 200 millions d'habitants, il faudra qu'ils mettent le paquet pour justement endiguer le Boko Haram. Et puis les deux généraux qu'il a nommés, qui sont des généraux du Nord, qui connaissent bien le terrain et qui ne vont pas lésiner sur les moyens pour taper frontalement justement Boko Haram qui sont des nordistes. Donc je crois que même le choix du ministre de l'Intérieur et de la Défense est une chose correcte et convenable pour le Nigeria. Alfred, peut-être revenir rapidement sur ce nouveau cabinet qui est composé de 36 ministres et de 36 secrétaires d'État, issus chacun des 36 États du Nigeria, une façon d'équilibrer justement la géographie, même les ethnies ou la population du Nigeria. Mais tout à fait, Amira, je crois que Muhammadu Buhari est très au fait de la géopolitique interne justement du Nigeria pour savoir que s'il veut obtenir cette unité nationale pour arriver à mieux appliquer sa politique, il avait intérêt effectivement à trouver les bonnes personnes issues justement de cet État fédéral nigérian pour pouvoir effectivement travailler dans le bon sens. Ce que n'avait pas su faire avant lui Goodluck Jonathan. Et donc là, il rétablit un peu les équilibres nécessaires justement au bon fonctionnement de l'État fédéral nigérian. Les chefs d'État et de gouvernement d'une cinquantaine de pays africains et européens étaient réunis jusqu'à ce jeudi en sommet à Malte pour tenter de trouver des solutions à la crise migratoire. Jean-Célestin Edjangué, commentaire Arwa Barkala. La Valette, à Malte, abrite un sommet Europe-Afrique consacré au phénomène migratoire. Ouverte ce mercredi et pour 2 jours, la rencontre réunit les chefs d'État et de gouvernement d'une cinquantaine de pays des 2 continents. La conférence s'appuie sur les processus de coopération existants entre l'Europe et l'Afrique, en particulier les processus de Rabat et de Khartoum, sur les migrations et sur le dialogue Union européenne-Afrique, sur la migration et la mobilité. Pour de nombreux spécialistes, cette réunion est un moment privilégié en matière notamment d'échange d'expériences. Je pense qu'un sommet entre l'Europe et l'Afrique autour de la problématique des migrations, j'ai envie de dire pourquoi ne pas faire un sommet ? C'est toujours bien de se rencontrer pour évoquer des questions que je considère comme étant des questions d'intérêt commun. Donc si à un moment donné les 2 parties décident de se rencontrer,
c'est en effet parce que la question de la migration apparaît comme une préoccupation partagée et que l'opportunité d'en parler semble ouverte aux deux parties. L'Union européenne et l'Afrique entendent travailler dans un esprit de partenariat afin de trouver des solutions communes aux défis liés à la crise migratoire. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir si on s'en tient à un sommet, justement, ou alors si on va au-delà d'un sommet et que, ma foi, si le sommet permet déjà de prendre langue et d'identifier un certain nombre de ressorts de la question migratoire, alors les bases d'une vraie réflexion et d'une vraie discussion seront posées. L'objectif affiché est d'établir un plan d'action avec les pays d'origine et de transit des migrants africains pour empêcher que les drames se répètent sur les routes de l'exil vers l'Europe. Plus de 2000 migrants sont décédés en Méditerranée depuis janvier 2015. Monsieur Khan, avant de parler des accords conclus suite à ce sommet, évoquez le point de discorde, les réadmissions des déboutés du droit d'asile. Europe et Afrique n'arrivent toujours pas à s'accorder sur ce point. Je crois d'ailleurs que hier, le président Macky Sall, en tant que président du Sénégal, et puis le président de la CEDEAO, justement, a essayé d'argumenter là-dessus. Le fait de vouloir renvoyer les déboutés comme ça, manu militari ou bien avec des supposées aides, il faudra que les Africains, bon, grâce d'ailleurs avec la secrétaire générale de l'Union africaine, Madame Zouma, je crois que les propositions africaines ont été convenable. Mais il faudra aller plus loin pour savoir qu'est-ce qu'on entend par le retour de ces déboutés, quoi. C'est pas quelque chose de très clair dans les propositions européennes, mais il faudra que les Africains fassent beaucoup attention et puis ne donnent pas leur accord à tout va et puis individuellement par des accords bilatéraux. Il faudra que l'Afrique parle d'une manière globale et puis d'une seule voix. Je crois que c'est la meilleure des choses pour l'Afrique parce que le problème des déboutés, c'est vrai que c'est un problème colossal. Il y a des milliers d'Africains qui sont déboutés et le fait de les renvoyer après une dizaine d'années ici en Europe, ce serait un véritable problème parce qu'il y a des familles qui sont déjà établies, des enfants qui sont à l'école, qui sont scolarisés et tout ça pose problème pour l'heure actuelle. Oui, Alfred, c'est une question particulièrement épineuse, le retour de ces déboutés du droit d'asile. Oui, mais plus globalement, c'est la question de la gestion de la transfrontalité et puis à la fois économique, sociale, politique. Et la gestion en interne, ici en Europe, de cette question des frontières et de la migration. Il y a une politique européenne qui existe, qui a consisté justement à croire qu'en se barricadant à l'intérieur des frontières européennes, on allait juguler justement ces mouvements-là. Or, on s'est aperçu qu'aucune politique, lorsque justement en Afrique il y a des conflits, il y a mauvaise gestion, mauvaise gouvernance justement des richesses, ne pouvait empêcher justement le départ des Africains. Et puis il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut toujours replacer tout cela dans un contexte plus général. À la fois des guerres en Afrique, mais aussi de ce qui s'est passé en Libye en particulier. Je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder la Méditerranée. Et on voit aujourd'hui les conséquences. Mais c'est à qui aujourd'hui de prendre ces responsabilités ? C'est à la fois à l'Afrique et puis aux pays européens, à l'Union européenne, dans la mesure où, en l'occurrence, après ce qui s'est passé en Libye, l'Union européenne n'avait pas prévu les suites. Donc, aujourd'hui, ils précipitent cette réunion parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a ce flot ininterrompu des réfugiés qui viennent de Syrie et puis d'Afghanistan, etc. Et donc, du coup, ils ont peur effectivement que par rapport à l'Afrique, ça ne devienne pareil et donc ils font appel aux chefs d'État africains. Mais je pense que l'une des politiques les plus intelligentes consiste tout simplement à régulariser ceux qui sont à l'intérieur déjà des frontières européennes pour éviter justement les drames auxquels on assiste, des retours, du refoulement des gens dans une brutalité sans nom, dans le non-respect de leurs droits. Je pense qu'il faut les régulariser, mais les politiques ou les politiciens européens n'ont pas ce courage-là, en particulier en France, de dire nous régularisons et maintenant nous voyons avec l'Afrique quelles sont les politiques que nous allons mettre en place pour fixer les gens dans leur propre pays. Samuel, peut-être très rapidement, une réaction suite aux accords qui ont été conclus à l'issue de ce sommet. 1,8 milliard vont être débloqués
au profit d'un fonds d'aide à l'Afrique pour améliorer les conditions de vie des populations. Et l'Europe s'engage également à doubler le nombre de visas et de bourses pour les étudiants et les chercheurs africains. Oui, je pense que c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose, mais simplement on n'en est pas aux premiers accords en la matière. J'ai particulièrement assisté à la conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement en 2008, où des accords avaient été signés aussi. La problématique du co-développement avait été avancée. Mais si on doit faire un bilan, aujourd'hui c'est un bilan qui est totalement mitigé. Et Alfred faisait bien de relever la responsabilité des Africains. Je pense qu'il revient aux politiques africains de pouvoir mettre en place des politiques de développement volontaristes qui puissent susciter à la fois l'adhésion des populations, mais aussi développer des activités permettant d'occuper ces jeunes. Il faut offrir un tissu économique et un avenir à chaque Africain. Il y a des États qui font des efforts considérable pour absorber cette croissance démographique fulgurante. Il y en a d'autres qui ne font pas le moindre effort. Et donc il va falloir des politiques concertées d'abord au niveau du continent, qu'il y ait des mesures très fortes au niveau de l'Union africaine, que les États puissent s'approprier ces décisions qui se prennent et qu'ils se mettent au travail pour que chaque jeune puisse avoir un avenir meilleur. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.